pour Biden, le déclenchement des hostilités est à la fois une surprise, un inconvénient et puis un embarras. Il ne sait pas très bien comment s'en sortir parce qu'il est pris entre plusieurs feux. Pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous analysons aujourd'hui la position pas toujours très claire qui est celle de l'administration Biden dans le conflit entre le Hamas de Gaza et Israël. Avec nous en ligne depuis Paris pour aborder ce dossier, le professeur André Caspi. Bonjour et shalom, professeur Caspi. Bonjour. Eh bien, vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et spécialiste de l'histoire des États-Unis. À ce titre, je rappelle que vous êtes aussi l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur les États-Unis, dont le dernier paru en 2019, peut-être qu'il y en a eu un autre depuis, mais qui s'intitule « La nation armée ». Alors, après avoir clairement condamné au départ les tirs du Hamas sur les villes israéliennes et répété plusieurs fois qu'Israël avait parfaitement le droit de se défendre contre ces agressions, le président Biden, sans doute soumis lui-même à différentes sortes de pressions intérieures, a ensuite changé de ton en exigeant la fin des combats et en semblant renvoyer presque dos à dos les protagonistes de cette quatrième guerre de Gaza. Puis il a dépêché son secrétaire d'État, Anthony Blinken, au Moyen-Orient, pour aider à l'établissement d'une trêve durable, notamment grâce à la diplomatie égyptienne, et essayer d'organiser, tant que faire se peut, une reconstruction à Gaza qui ne bénéficierait pas au Hamas. Alors, j'ai une première question, professeur Caspi. En suivant de près la position de l'administration américaine et ce que j'appellerais les postures du président Joe Biden lui-même de ces dernières semaines, on a plutôt l'impression que la Maison-Blanche a été à la fois surprise et surtout très gênée par l'éruption brutale de ce conflit auquel elle ne s'attendait pas. Alors, vous avez tout à fait raison. Je crois que le président Biden ne s'attendait pas à devoir traiter les questions du Proche-Orient. Pour lui, ce qui était important et ce qui est toujours important, ce sont les relations avec la Chine, éventuellement la négociation qu'il a entamée avec l'Iran, mais il est évident que le dossier israélo-palestinien ne le passionnait pas, ne l'intéressait pas, ne lui semblait pas prioritaire. Il considérait en somme qu'il y avait des acquis qui tenaient à la présidence précédente, c'est-à-dire aucune contestation à l'endroit des accords d'Abraham, ce qui lui paraissent parfaitement solides, aucune contestation à l'égard du transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et c'est vrai, il est vrai qu'à l'époque, il n'avait pas encore nommé l'ambassadeur. Et d'autre part, à la limite, on pourrait dire que Biden ne s'intéressait pas non plus à l'annexion du Golan par l'Israël. C'est-à-dire qu'au fond, le dossier israélien paraissait tout à fait inexistant, d'autant plus, et j'insiste là-dessus, que Israël bénéficiait d'une image de marque remarquable. C'était la démocratie qui avait réussi à surmonter l'épidémie. Elle donnait l'exemple à l'ensemble du monde. C'est bien cela qu'il faut rappeler. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'enthousiasme avant le 10 mai pour l'expérience israélienne qui avait magnifiquement réussi à vaincre l'épidémie. Alors, il est évident que pour Biden, le déclenchement des hostilités est à la fois une surprise, un inconvénient et puis un embarras. Il ne sait pas très bien comment s'en sortir parce qu'il est pris entre plusieurs feux. Tout d'abord, je ne doute pas de l'amitié sincère de Joe Biden pour l'État d'Israël. Toute sa carrière, il a manifesté son pro-israélisme depuis 1972, depuis qu'il a été élu au Sénat des États-Unis, et même lorsqu'il était le vice-président de Barack Obama, et Dieu sait que Barack Obama n'avait pas une sympathie débordante pour Israël, Joe Biden était un peu le représentant d'une autre tendance, de ceux qui pensent que Israël est malgré tout l'allié privilégié des États-Unis dans cette région. Alors, pour Joe Biden, il va de soi que Israël doit se défendre et doit d'autant plus se défendre que l'adversaire a déclenché l'offensive et que l'adversaire fait partie
des organisations terroristes, c'est-à-dire des organisations qui sont condamnées par l'ensemble ou presque de la collectivité internationale, en tout cas par les États-Unis, par l'Union européenne. Donc il n'y a aucune raison de soutenir les revendications du Hamas, et il y a toutes les raisons du monde de soutenir la défense qu'Israël manifeste à juste titre, d'autant plus que, encore une fois, c'est une attaque surprise et une attaque contre les villes israéliennes. Il est évident que pour Joe Biden, aucune hésitation n'est possible. Israël est dans son droit. Écoutez, effectivement, puisqu'on a parlé de surprise et un peu de gêne du fait de l'éruption de ce conflit, on a l'impression dans la même veine, et on peut supposer, sans se tromper, que Anthony Blinken, qui dirige la diplomatie américaine, n'avait pas trop l'intention de se rendre maintenant, lui non plus, au Moyen-Orient, ayant, comme vous le disiez, en fait, d'autres chats à fouetter aux quatre coins du monde, sans parler des priorités générale, socio-économique et sanitaire de l'administration Biden à l'intérieur même des États-Unis après 15 mois ravageurs de l'épidémie de Corona. Donc tout d'un coup, c'est venu comme un cheveu sur la soupe, cette guerre de Gaza. Oui, c'est plus qu'un cheveu sur la soupe, c'est véritablement un embarras dont on ne sait pas quoi faire. Parce que comment résoudre ce problème? Est-ce qu'il faut demander qu'il y ait des négociations entre Israël et le Hamas? Mais encore une fois, le Hamas n'a aucun droit à cette négociation internationale, d'autant plus qu'il est l'agresseur lui-même. Est-ce qu'il faut demander à Israël de manifester une certaine une certaine facilité de relation avec le Hamas? Il n'y a pas de raison, puisque Israël est attaqué, et attaqué sur ses villes, pas simplement sur ses frontières, mais sur Tel Aviv, sur Jérusalem, sur Lod, et dans d'autres villes encore. Ce qui veut dire que il faut s'en sortir. Et comment s'en sortir? Uniquement petit à petit, en réclamant un cessez-le-feu. Parce qu'au fond, réclamer un cessez-le-feu, c'est ce qui arrive lorsque deux adversaires se battent. On demande qu'ils arrêtent. Et alors, ils arrêtent, mais alors là, c'est là que les choses se compliquent. C'est-à-dire qu'au sein du Parti démocrate, il y a une aile gauche, qui est représentée en partie par Bernie Sanders, mais aussi par ce que l'on appelle le squad, c'est-à-dire ces élus à la Chambre des représentants, qui sont toutes quatre ou toutes cinq, ça suivant les cas, qui sont toutes cinq membres des minorités raciales et ethniques, la plus célèbre étant la représentante de l'État de New York, Alexandria Ocasio-Cortez. Mais qu'est-ce qu'elles veulent, ces élus, et qu'est-ce que veut cette aile gauche avec Bernie Sanders? Eh bien, elle dénonce l'État d'Israël. Elle dénonce l'État d'Israël qu'elle considère comme un État apartheid, c'est-à-dire un État comparable à ce qu'était jadis l'Afrique du Sud, un État qui opprime les Palestiniens, un État qui n'est pas démocratique, et ils vont encore plus loin, un État qui n'a pas le droit d'exister, et en tout cas qui n'a pas le droit de survivre. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui devrait remplacer l'État d'Israël, c'est la Palestine, depuis le Jourdain jusqu'à la Méditerranée, et depuis la frontière libanaise jusqu'à la frontière égyptienne. C'est-à-dire que pour cette aile gauche, il y a une incapacité à imaginer autre chose que la disparition pure et simple de l'État d'Israël. Alors, il est évident que pour Joe Biden, c'est insupportable et c'est indéfendable. Il faut donc qu'il trouve une solution qui permette de montrer qu'il est sensible à la guerre qui vient d'éclater, mais qu'il est aussi hostile à cette position extrême de la part de l'aile gauche de son parti. J'insiste bien, de son parti, c'est-à-dire d'un parti qui a de l'influence et qui en plus a le culot d'insister sur le fait que la situation des Palestiniens ressemble à la situation des Noirs aux États-Unis,
Alors, de même qu'aux États-Unis, le mouvement de contestation disait en anglais Black Lives Matter, c'est-à-dire les vies noires comptent, eh bien désormais, on va dire the Palestinian Lives Matter, c'est-à-dire les vies palestiniennes comptent. Ça veut donc dire, vous, les Noirs américains, vous avez des répondants du côté du Proche-Orient. Ces répondants, ce sont les Palestiniens. Donc, se battre pour les Noirs aux États-Unis, c'est aussi se battre pour les Palestiniens au Proche-Orient. Et il est évident que pour le président des États-Unis, qui a besoin de la clientèle noire pour être élu et réélu, pour faire passer la plupart de ces mesures, il est évident que c'est un embarras, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un conflit entre ses sentiments personnels ou la manière dont il voit tout simplement la vie internationale dans cette région du monde, et puis le conflit de politique intérieure qui a été généré par ces représentantes à la Chambre des représentants, menée par Bernie Sanders, juif lui-même, mais un juif de gauche, un sénateur qui se dit socialiste et qui vient de l'État du Vermont. Alors, est-ce que cet embarras de Biden, ça expliquerait la raison pour laquelle il y a à peu près 10 jours, peut-être juste avant, juste au début de la guerre de Gaza, sans rapport avec elle d'ailleurs, il a, lors d'une escale à Chicago, où il est descendu de son avion, il a rencontré quelques minutes sur le tarmac l'une de ces 4 ou 5 pro-palestiniennes, qui est elle-même d'origine palestinienne, qui s'appelle Tlaïeb, je crois, et il s'est entretenu avec elle en la félicitant de son dévouement à sa cause, etc. C'est-à-dire que là, il n'était pas en dissension, il était plutôt dans une posture diplomatique, soutenant le travail fait par cette personne qui est très, très anti-israélienne, d'origine d'ailleurs palestinienne. Est-ce que cette ambiguïté existe toujours tout de même chez Biden? C'est plus qu'une ambiguïté, c'est une nécessité politique, c'est-à-dire que pour maintenir l'unité du parti, il faut tenir compte de cette aile gauche. Voilà. Et cette gauche, elle est incarnée par ces jeunes femmes, elle est incarnée par ce vieil homme qui est Bernie Sanders, c'est-à-dire par l'aile gauche. Alors, il est évident que peu importe les circonstances dans lesquelles Joe Biden se prononce, mais il doit à chaque fois tenir compte de cette aile gauche qui l'incite à aller dans un sens ou dans l'autre, mais c'est pas limité aux problèmes du Proche-Orient, c'est vrai aussi pour d'autres problèmes, c'est-à-dire que aussi bien en politique intérieure qu'en politique extérieure, Joe Biden, qui est un centriste, ça n'est pas un extrémiste, Joe Biden est obligé de tenir compte d'une des extrémités de son parti. L'extrémité droite n'existe pas, il y a une extrémité gauche, et il est évident que le Parti démocrate, aujourd'hui, penche du côté de la gauche. C'est comme ça qu'il a remporté les élections, c'est-à-dire en dénonçant les activités de Donald Trump qu'on considérait chez les démocrates comme non seulement un président ésotérique, mais aussi un président exagérément à droite. Donc, c'est la victoire d'une certaine gauche, et il est évident que cela embarrasse considérablement Joe Biden, et cela contribue d'une certaine manière à son impuissance. Alors, est-ce que justement vous ne pensez pas que Biden lui-même et Blinken croient sincèrement ou non, du moins comme ils l'ont dit à plusieurs reprises pendant cette guerre de Gaza, que le vieux mantra de la solution à 2 États, dont on a entendu reparler ces derniers jours, donc un État, l'un palestinien et l'autre israélien, qui vivraient en paix côte à côte, la formule date de l'époque du président Bush. Est-ce que vous pensez qu'ils y croient sincèrement à cette solution à 2 États? Il y a eu une certaine réserve. Blinken aurait dit que c'était un but, mais que c'était pas quelque chose de tout de suite envisageable. Où on en est? C'est-à-dire que, vous savez, la solution à 2 États, elle a certainement ses mérites, mais d'un autre côté, qui constituerait l'autre État?
Est-ce que c'est Mahmoud Abbas, dont les Américains savent bien qu'il a perdu toute influence, qu'il ne représente plus grand-chose parmi les Palestiniens? Ou bien est-ce que c'est un État palestinien qui serait dominé par le Hamas? C'est-à-dire qu'au fond, c'est ça la difficulté pour les Américains et pour bien d'autres d'ailleurs, c'est que il faut savoir qui sera le partenaire des Israéliens, et à supposer qu'il y ait un deuxième État, ce qui pour le moment me semble plutôt invraisemblable, on se demande qui gérera ce deuxième État. Et il est évident qu'on peut évidemment considérer que dans l'attente d'une solution, on va continuer à dire la même chose que depuis des années et des années, mais ça ne fait pas avancer le problème, et par conséquent, ça laisse la situation dans le même état difficile que celui que l'on a connu dans les jours récents. Alors, ne pensez-vous pas que, sur un autre plan, puisque tous les problèmes sont liés, vous citiez notamment le dossier iranien tout à l'heure, ne pensez-vous pas que la volonté très idéologique, j'allais dire, et volontariste, certains ont dit même dogmatique, de cette administration démocrate à renouer si vite avec l'Iran des mollahs pour négocier avec eux un retour des États-Unis dans le traité de Vienne de juillet 2015 qui réglementait le programme nucléaire iranien, eh bien, est-ce que cette marche forcée vers un accord n'aurait pas contribué à rouvrir les vannes de l'irrédentisme palestinien mené par les islamistes radicaux du Hamas? C'est-à-dire que ce sont deux dossiers séparés, mais qui sont tout de même dans la région liés. Depuis que Biden renégocié avec l'Iran, certains ont relevé la tête d'une certaine manière. Écoutez, franchement, là je vous donne mon opinion personnelle. C'est ce qui m'intéresse. Si les Iraniens souhaitaient vraiment reprendre une négociation utile avec les États-Unis, ils n'auraient certainement pas laissé le Hamas faire ce qu'il a fait, car tout le monde sait, je ne l'apprendrai à aucun Israélien, tout le monde sait que le Hamas est armé par les Iraniens, soit directement, soit indirectement, que le Hamas représente une sorte d'expression iranienne sur les frontières sud de l'État d'Israël, qu'il y a aussi d'ailleurs le Hezbollah qui est au nord. C'est-à-dire que les Iraniens sont en mesure d'agir comme ils l'entendent dans cette région du monde, à condition bien sûr qu'Israël laisse faire et que les États-Unis n'interviennent pas. Or, il se trouve que depuis que Biden a pris le pouvoir, c'est-à-dire depuis le 20 janvier, les États-Unis font tout ce qu'ils peuvent pour que la négociation reprenne avec Téhéran, et de toute évidence, après des semaines et des semaines de négociations, on ne voit pas très bien à quoi ils ont abouti. Je dirais même qu'ils n'ont abouti à rien. C'est-à-dire qu'au fond, l'Iran n'a pas envie de négocier. Et d'un autre côté, on voit bien aussi que l'Iran a pris des contacts et des contacts très étroits avec la Chine. Donc, ça n'est pas simplement le problème des États-Unis et de l'Iran, c'est aussi la présence de la Chine, c'est aussi la présence de la Russie, c'est-à-dire que c'est une région du monde où toutes les grandes puissances sont présentes et où toutes les grandes puissances jouent chacune de son côté son propre rôle, défend ses propres intérêts et par conséquent contribue à sa manière à empêcher l'établissement d'une paix véritable. Alors, dernière question, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je vous demanderai d'y répondre, comme vous le faites d'ailleurs, de manière assez brève. Certains membres haut placés de l'administration Biden n'auraient-ils pas commis une grave erreur, puisque c'est en tout cas une des données qui ont été commentées ici en Israël, en préconisant auprès du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, une annulation pure et simple des élections palestiniennes législatives qui étaient prévues pour la mi-mai, ce qui aurait, d'après ses sources, poussé le Hamas, très frustré d'une victoire quasi certaine à ce scrutin, à ouvrir les hostilités contre Israël au nom de la défense de la Jérusalem musulmane et de la mosquée El-Aqsa. Mais est-ce que ce n'est pas dû à un mauvais calcul d'une partie des décideurs de l'administration Biden qui ont poussé et qui ont même demandé à Mahmoud Abbas d'annuler ces élections? Écoutez, là, moi, je ne peux pas répondre parce que je ne fais pas partie de l'administration Biden, je ne fais pas partie non plus de l'administration israélienne, donc je ne sais pas quelles sont les relations de l'une et de l'autre
avec l'autorité palestinienne. Mhm. Mais il est évident que l'autorité palestinienne est d'une telle faiblesse aujourd'hui que tous les observateurs concluent que s'il y avait eu des élections, elles se termineraient par la victoire du Hamas. C'est-à-dire que le Hamas ne serait pas simplement présent à Gaza. Je vous rappelle quand même, mais ça tout le monde le sait, je rappelle que Gaza, en principe, est sous l'autorité de l'autorité palestinienne et pas de l'autorité du Hamas. Donc le Hamas, en cas d'élection, deviendrait également majoritaire en Cisjordanie et par conséquent, cette organisation terroriste créerait un État terroriste avec tous les dangers que cela représente pour l'ensemble de la région. Donc, je ne sais pas si les Américains sont intervenus pour arrêter le processus électoral, mais je crois que, en effet, le processus électoral aurait débouché n'importe comment sur la victoire du Hamas. Eh bien, merci, professeur Caspi. Merci de nous avoir consacré du temps. Et merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et je vous dis à bientôt et bonne santé. Au revoir. Au revoir.